Tout le monde a entendu parler du Big Bang, cette explosion d'énergie qui aurait donné naissance à l'univers il y a environ 15 milliards d'années. Ce modèle scientifique décrit très précisément la façon dont sont apparus successivement l'espace et le temps, les particules, la lumière, les atomes, les galaxies, les étoiles et les planètes. C'est ce que l'on appelle la cosmologie ou la science de l'univers. Dès que les hommes ont levé les yeux sur le monde, ils ont cherché à le reconstruire par la pensée. De là sont nés nombre de récits sur l'origine de l'univers. Avant d'en arriver à la véritable histoire du Big Bang, voici par exemple ce que l'on racontait en Mésopotamie il y a plus de 5000 ans. Et comme dans beaucoup de légendes, tout commence par une dispute entre les dieux. Avant que notre monde soit créé, il n'y avait rien. Pas de ciel, pas de terre. Il n'y avait que de l'eau douce et de l'eau salée. Ces eaux étaient sous la domination du dieu Apsu et de la déesse Tiamat. Un jour, ils finissent par se rencontrer. Ils mêlèrent leurs eaux et de leur union naquit une nouvelle race de dieux. Alors le monde commença à prendre forme. Il y eut un haut et puis il y eut un bas. Le temps se mit à couler. Et plus le temps passait, plus les dieux devenaient forts et nombreux. Tiamat et Apsu n'avaient même plus le loisir de couler en silence, et ils s'en plaignaient. Tant et si bien qu'un jour, Apsu décide d'anéantir ses propres enfants. Quand son fils aîné, Ea, apprend la terrible détermination de son père, il lui jette un sort pour l'endormir et il lui tranche la tête. À la suite de quoi, il devient le maître des dieux. Mais la femme d'Apsu, Tiamat, ne supporte pas l'assassinat de son mari par son propre fils. Sa rage est immense. Elle décide de se venger et de tuer à son tour toute sa descendance. Et pour se protéger de ses ennemis, en une nuit, elle crée sa propre armée. Elle fait surgir à partir de l'eau salée une race de monstres, des créatures de cauchemar, des molosses enragés, des serpents aux crochets venimeux, des oiseaux aux ailes de chauve-souris. À la tête de cette troupe, Tiamat se métamorphose pour devenir le plus terrible de tous les monstres. Sa gueule mesure 3 lieues de large. Sa peau est si épaisse qu'aucune arme ne peut la transpercer. À la vue d'une telle armée, les dieux sont pris de terreur. Cependant, le fils de Tiamat, Ea, connaît les projets de sa mère et il se rend auprès de son fils Marduk. Il lui dit « Tiamat, ton aïeul, nous a pris en haine. Elle veut nous anéantir. Toi seul est capable d'engager la lutte contre Tiamat en furie. » Marduk avait reçu de son père Ea 2 fois plus de puissance que les autres. Alors, profitant de ses avantages, il exige d'abord que l'Assemblée des dieux lui confère l'autorité suprême. Tous y consentent tant leur peur est grande. Alors, Marduk se prépare au combat. Il se fabrique un grand arc et il utilise la foudre comme flèche. Il tisse un filet immense pour attraper Tiamat et ses monstres, puis il déchaîne les vents qu'il poste à ses côtés. Ayant fait du déluge sa grande arme, il monte sur son char, entraînant avec lui une tempête effrayante. Tiamat aborde seul Marduk, face à face. Elle se rue sur lui avec un hurlement de rage. Marduk jette le filet sur elle. Tiamat ouvre son énorme gueule pour le dévorer, mais l'ouragan s'y engouffre et l'empêche de refermer la bouche, permettant à tous les vents de la vengeance d'y pénétrer. Le ventre gonfle, Tiamat s'affaiblit. Alors Marduk, avec son arc, tire une flèche dans sa gorge qui lui transperce le cœur. Tiamat s'écroule, définitivement vaincu. Voyant cela, les autres monstres veulent s'enfuir, mais Marduk, à l'aide de son filet, les capture et les tue à leur tour. Après la victoire, les dieux se prosternent devant Marduk en chantant ses louanges. Il annonce à tous qu'il se donne pour tâche de créer un nouveau monde. D'abord, il brise d'un coup de massue le crâne de Tiamat, et le sang de la déesse se répand dans l'univers, donnant ainsi une sève féconde pour donner partout la vie. Puis il fend en deux son énorme carcasse, comme un coquillage.
avec la première moitié, il crée la terre. Il sépare l'eau salée de l'eau douce et il fait couler de grands fleuves qui viennent se jeter dans les océans. La seconde moitié devient la voûte du ciel. Il y place le soleil, la lune et les étoiles. Puis il décide que la terre tournera de sorte que le jour puisse être séparé de la nuit et l'été de l'hiver. Comme je vous l'ai raconté dans cette légende, l'origine du monde fait intervenir des dieux qui créent la terre en même temps que le ciel. Or, la cosmologie moderne et son modèle de Big Bang nous apprend que rien ne s'est passé de cette façon. Comment explique-t-on aujourd'hui la naissance de l'univers? Au début du XXe siècle, les astronomes ont découvert que l'espace est une sorte de tissu élastique en expansion. Dans un passé lointain, l'univers devait donc être beaucoup plus contracté qu'aujourd'hui. En remontant le temps, on arrive inévitablement à une époque où l'univers était si contracté qu'il ne contenait même pas d'étoiles, de galaxies ou de planètes. Rien qu'une soupe primitive de particules et d'énergie très chaude et très dense. Cette théorie est devenue célèbre sous le nom de Big Bang. L'histoire de l'univers se décompose en 4 étapes principales. La première étape dure moins d'1 seconde. La deuxième dure 3 minutes. La troisième 300 000 ans. Et la quatrième, dans laquelle nous nous trouvons toujours, dure depuis 15 milliards d'années. Entrons dans les détails de cette histoire et vous constaterez que le récit scientifique du Big Bang est digne des meilleures légendes sur la création du monde. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce mystérieux Big Bang? Personne ne le sait vraiment, mais la plupart des gens s'en font une idée fausse. Ils imaginent par exemple que tout est parti d'une graine minuscule dont l'explosion cataclysmique aurait engendré l'univers tel que nous l'observons. En réalité, les scientifiques pensent qu'au moment du Big Bang, le temps, l'espace, la matière et l'énergie étaient inextricablement mêlés. Nos modèles décrivent un jaillissement spontané de l'univers à partir du vide quantique, un petit peu comme une goutte d'écume qui se détache d'un océan agité. Le vide quantique ressemble en effet à une écume bouillonnante d'énergie perpétuellement changeante. Au hasard d'une énorme vague, notre univers se serait spontanément matérialisé. Au cours de la première seconde, l'univers se dilate rapidement. C'est une soupe de particules qui gonfle sans cesse. Elle est si brûlante que l'énergie engendre spontanément de la matière et de l'antimatière. Celles-ci s'anéantissent mutuellement. Mais la matière l'emporte sur l'antimatière. Et tout ce qui reste aujourd'hui est le vestige de cette grande annihilation. Nous arrivons à la deuxième étape. L'univers est maintenant âgé d'1 seconde. Il est chaud, dense et opaque. Une sorte de tourbillon en expansion où bouillonnent des particules élémentaires. 3 minutes après, les premiers éléments chimiques sont créés. Une grosse dose d'hydrogène, un complément d'hélium et une lichette de lithium. Ils constituent encore aujourd'hui 99% de la matière visible dans l'univers. L'eau que nous buvons et qui compose 70% de notre chair renferme l'hydrogène qui a été formé 3 minutes après le Big Bang. Dans la troisième étape, l'univers reste empli d'un brouillard opaque qui dure 300 000 ans. Mais à mesure qu'il se dilate, sa température diminue et il devient subitement transparent. Quand la soupe universelle s'est refroidie à 3000 degrés, la lumière jaillit pour la première fois et elle commence à voyager dans l'espace et dans le temps. C'est la quatrième étape dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Nos radiotélescopes ont capté cette première lueur émise par l'univers il y a 15 milliards d'années. Ce rayonnement, provenant du fond des âges, c'est l'écho du Big Bang qui s'est refroidi pour atteindre aujourd'hui la température de moins 270 degrés. On l'appelle le rayonnement fossile. Le satellite COBE, une sorte de thermomètre ultra-sensible embarqué dans l'espace, a pris la courbe de température du rayonnement fossile. Il a découvert d'infimes variations de ce rayonnement d'un point à l'autre du ciel. Et le résultat de la condensation de minuscules grumeaux présents au moment de la soupe primitive. En effet,
Après environ 1 milliard d'années, les grumeaux ont grossi et ont fini par donner naissance aux premières structures astronomiques, c'est-à-dire aux amas de galaxies. Notre propre galaxie, la Voie lactée, s'est aussi formée à cette époque, dans les mêmes conditions. Et au sein de chaque galaxie, la grande histoire cosmique s'est poursuivie. Les premières étoiles sont nées au bout de 3 milliards d'années. Les plus massives ont explosé en supernova et elles ont déclenché la condensation d'autres nuages interstellaires. Plusieurs générations d'étoiles se sont ainsi succédées jusqu'à ce que notre propre étoile, le Soleil, se forme relativement tard, c'est-à-dire 10 milliards d'années après le Big Bang. Mais ceci est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que la science nous a fait passer de l'idée d'une création simultanée à celle d'une évolution progressive. La théorie du Big Bang propose un panorama quasi complet de l'histoire cosmique, depuis la naissance de l'espace et du temps, l'organisation de la matière, jusqu'à l'émergence de la complexité et de la vie. L'univers n'a pas toujours existé. Il a une histoire qui nous relie, nous, petits êtres humains, aux événements les plus extraordinaires qui se sont déroulés il y a 15 milliards d'années. Cette longue chaîne, qui joint les hommes aux étoiles et au Big Bang, est probablement la plus belle histoire que nous raconte l'astronomie moderne. Mais nous ne connaissons pas encore tous les maillons de cette chaîne. Et ce problème soulève bien des polémiques. Autrement dit, ce ne sont plus les dieux qui se disputent pour créer le monde, ce sont les scientifiques qui s'opposent en voulant comprendre comment sont apparus le monde, ses formes et ses créatures.